L'entrepreneuriat culturel, c'est l'entrepreneuriat, donc effectivement, je pense que c'est avant toute chose être porteur d'un projet. Alors, comment est-on porteur d'un projet? On n'est pas porteur d'un projet, je dirais, du jour au lendemain. C'est pas une idée qu'on trouve et qu'on décide de développer. Il faut, je pense, avoir quelque chose un peu qui relève du chromosome détraqué ou de l'ADN complètement dévissé, parce que en fait, on ne se rend pas compte à partir du moment où on a l'idée de ce que ça va être comme succession d'épreuves au cours de la vie. Voilà. Et on peut des fois se poser la question de savoir si on l'avait su, est-ce qu'on l'aurait fait. Donc je ne veux pas vous décourager, je ne sais pas à quel stade vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Mais il faut savoir que, avant tout, je pense que c'est l'originalité et l'innovation qui, en fait, a de grandes chances de perdurer et de se promouvoir dans le succès. Je pense que la redite ou refaire des choses qui existent déjà n'est pas un grand sens. Alors comment innover? Je dirais, c'est là qu'on touche à la fibre de l'entrepreneur. C'est à chacun d'entre nous, d'entre vous, d'avoir à un moment cette idée de se dire, il faut faire ça, et de le porter. Le porter, c'est effectivement le porter jusqu'au bout. C'est le porter avec son ventre, c'est le porter avec son sang, c'est le porter avec son argent, c'est le porter avec sa sueur, et c'est le porter avec le courage qui est nécessaire, parce que le chemin n'est pas un chemin qui est balisé de gens qui vous veulent forcément du bien. Bien au contraire. Alors je peux vous raconter mon expérience, je ne sais pas si ça peut vous apporter quelque chose. Je dirais que moi c'est parti en fait pratiquement d'une exposition que j'ai faite il y a très longtemps en fait, c'était en 1998, oui. Non, en 1988, pardon, c'est très vieux. Oui, j'ai l'air jeune comme ça. Je sortais, en fait, j'enseignais à Paris, hein. Moi, j'enseignais à la fac, j'étais un garçon extrêmement sérieux. Et j'avais fait un travail de maîtrise, à l'époque c'était la maîtrise, il y a des masters aujourd'hui, sur un marchand de tableaux, qui était Zborowski, qui était le marchand de Modigliani, de Soutine, du Trio, enfin, de l'école de Paris, qui était mon sujet de thèse, de ce qui allait devenir mon sujet de thèse. Je devais faire un document d'une 200 pages dont j'étais particulièrement fier, qui recréait une espèce de cliché de ce qu'était la situation du marché de l'art au début du siècle, qui était quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Je photocopie moi-même avec mes petites mains le document, je mets sous enveloppe et je l'envoie à tous les patrons de musées. En plus, j'avais le statut de... Je venais d'être intégré dans les équipes de Paris 1 à la Sorbonne, donc je pensais que j'avais une voix qui pouvait porter. Et je n'ai reçu que des réponses négatives. Le sujet était beau, je vous garantis, il était magnifique. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le faire après. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon. C'était un beau projet. Donc les réponses négatives me surprenaient quand même beaucoup. Et puis j'ai eu la chance d'être reçu par une dame qui était Bernadette Contansou. Elle est morte aujourd'hui, et je lui rends un chaleureux hommage. C'était la directrice du musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc elle m'a reçu dans son grand bureau, qui est aujourd'hui celui de Fabrice Ergotte. Et là, elle m'a dit, en fait, votre projet il est fabuleux, mais vous n'arriverez pas à le monter. Alors je suis resté sans voix, je lui ai dit pourquoi. Elle me dit, ben, je vais vous expliquer comment fonctionne un musée. Alors, un musée, en gros, j'ai une vingtaine de conservateurs sous mes ordres. Chacun, pour avoir sa promotion et augmenter en grade et donc en salaire, doit faire une exposition parce que c'est un moyen pour lui de se valoriser, de montrer ses armes. Simplement, ils sont 20, on fait 2 expos par an, donc ils feront la queue pendant 5 ans. Il est clair que tout projet étranger au musée extérieur, au musée aussi intéressant, aussi formidable soit-il,
n'a strictement aucune chance d'être pris, puisque en fait il n'y a pas de place. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai quitté Paris 1 après 7 ans de bon et loyaux service où j'ai enseigné pour pas gagner grand chose. J'avais commencé à faire des expositions en tant que commissaire d'exposition, parce qu'il s'avère que cette fameuse exposition que je n'ai pas pu faire dans un musée, je l'ai faite dans une mairie, à la mairie du 6e arrondissement. On avait pris, le maire nous a cédé le salon du Vieux Colombier, qui est une salle absolument magnifique, et là, il y a des Japonais un jour qui ont débarqué, j'avais quand même mis une dizaine de Modigliani, et les Japonais ont été abasourdis, ont demandé qui a fait cette exposition. Il s'avère que, avec les moyens du bord, j'étais le gardien ce jour-là. Et que, donc je leur ai dit, bah, c'est moi. Et ils m'ont invité à dîner et ils m'ont dit, voilà, on fait le centenaire de notre groupe de presse, qui était 120 ans du groupe Mainichi. Et c'était l'inauguration d'un musée, c'était en 1992, et ils m'ont demandé si je voulais être commissaire de l'exposition. Alors, autre chose. Être entrepreneur, c'est avoir un pot de cocu. Je suis assez d'accord. Alors, un pot de cocu, c'est quoi? C'est pas forcément être cocu, je ne le souhaite à personne, mais c'est avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, se trouver au bon endroit, à l'instant où il faut l'être. Je suis désolé, il y a des gens qui ont la baraka, qui seront toujours au bon endroit au bon moment. C'est infernal, je suis désolé, j'en fais partie, c'est horrible. Et vous voyez des gens qui vont à la Scoumoune, ils ne seront jamais là, ou alors ils verront passer le train et ils ne monteront pas dedans. Alors ça, je dois dire que c'est pire que tout. Parce que quand on voit quelque chose, des occasions ratées, je suis désolé, mais alors la première des qualités, c'est d'abord savoir saisir ces occasions, ne jamais les rater, toujours dire oui, même si ça ne vaut pas le coup, et ensuite, effectivement, essayer de sentir, de flairer, voilà, faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur, faut pas se poser de questions, je pense aussi, il faut y aller. Donc, quand ces Japonais, à ce dîner, m'ont dit on doit avoir une exposition avec 50 tableaux de Modigliani, en gros, c'était un énorme truc, je ne sais pas pourquoi, je leur ai dit oui. J'avais 24 ans, 25 ans. Voilà. Donc, et je suis sorti de ce dîner en me disant, je t'ai tapé, mon pauvre vieux, mais pourquoi t'as dit oui à ce truc? Comment tu veux faire pour faire ça? Voilà. Et puis, ben voilà, j'avais en fait là, crédit illimité, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai récupéré 50 tableaux, j'ai fait une exposition qui était absolument phénoménale. Ça a fait 500 ou 600 000 visiteurs. J'avais eu l'intelligence de demander une rémunération sur les tickets d'entrée, je me suis gagné un fric. Je n'en revenais pas, j'étais vraiment... Et là, j'ai découvert en fait que finalement, la production, bah, ça existe, voilà. Donc j'ai réfléchi à la chose, j'ai recommencé, fort du succès, ces mêmes Japonais m'ont proposé de faire une exposition Renoir, que j'ai accepté de faire, et j'ai fait 800 000 entrées l'année suivante. J'avais augmenté mon pourcentage sur les tickets. Je me suis retrouvé à la tête d'une fortune. À l'époque, pour moi, c'était une fortune. Et je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, quel beau métier. Mais quel beau métier. Bon. Alors, à partir de là, évidemment, j'ai monté une société... j'ai pris des participations dans une société, j'ai fait comme notre ami, dans une société au Japon, qui était une société de production qui s'appelait Artlife, qui était une ancienne, elle avait une vingtaine d'années. Et j'ai fait une 60aine d'expositions au Japon sous mode producton pendant 5-6 ans, de 1993, 14 à 2000. Voilà. C'était quasiment devenu industriel, puisque l'année 2000, précisément, celle où j'ai décidé de sauter le pas, de rentrer dans un musée, j'avais 8 expositions qui tournaient dans le monde. Ouais. J'avais 1 600 000 visiteurs dans toutes ces expositions, c'est-à-dire que je faisais à moi tout seul plus que Disneyland. Voilà. Et
est arrivé le musée du Luxembourg. Alors le musée du Luxembourg, là encore, je me suis trouvé au bon endroit au bon moment. J'avais la collection du Dr Rowe que j'avais organisée au Japon et qui était en train de tourner, et on cherchait une étape pour la faire à Paris. Je me suis retrouvé en face du directeur de cabinet du président du Sénat, qui m'a dit qu'il voulait cette exposition. Alors je lui ai dit, sans perdre mon sang-froid, je lui ai dit, mais en fait j'avais la partie moderne de l'exposition qui intéressait le musée Marmottan, qui avait déjà accepté. J'avais la partie ancienne. Donc en gros, il y avait deux parties dans cette collection, une partie ancienne, une partie moderne. Je cherchais en fait un musée pour la partie ancienne. Et le directeur de cabinet m'a dit, je veux les deux. Je lui ai dit, vous êtes gentil, mon brave monsieur, mais votre musée, personne ne le connaît. Faut être jeune, hein, pour dire des conneries. Et je lui ai dit, votre musée, personne ne le connaît, totalement oublié, la 40 000 visiteurs, à la limite, donnez-moi le musée, j'en fais quelque chose, et je vous amène l'exposition. Et puis ça a marché. Il a dit, ok, on le fait. Voilà. Je sais pas, il n'y a pas de cours pour donner ce... Voilà. Donc je me suis retrouvé à la direction du musée du Luxembourg avec Patricia Nitti, qui est celle qui m'avait introduite avec un garçon qui était le conseiller culturel du président du Sénat et qui avait donc organisé ce rendez-vous avec le directeur de cabinet du président du Sénat. Voilà. Et donc ils nous ont nommés tous les deux directeurs artistiques délégués. J'avais suggéré que je ne voulais pas être rémunéré par l'État, je n'étais pas fonctionnaire, je n'avais pas l'intention de le devenir, je ne voulais pas un contrat avec l'État. Je leur ai dit, écoutez, donnez-moi la caisse, je fais les productions. Oui. Oui. Ils m'ont dit ok. Donc j'avais le beau titre de délégué, qui était donc, je pouvais le balancer à la figure de tout le monde. C'est chic, directeur du musée du Luxembourg. Et en revanche, on faisait les productions. Donc j'organisais les expositions, je m'occupais de la caisse et on donnait un pourcentage au Sénat. Voilà, en gros. Première exposition, collection du Dr Rowe, 180 000 visiteurs. Ça marchait du feu de Dieu. J'avais pris toute une équipe qui tous me disaient « mais t'es cinglé, t'es complètement fou, tu vas perdre ta chemise. » Enfin, parce qu'une exposition, c'est un coût, c'est comme un film. C'est des coûts assez lourds, faire venir les œuvres, les assurer, les amener, faire le catalogue, etc. À cette époque, j'avais été assez innovant, j'avais introduit les partenariats avec Paris Match, j'avais introduit les avant-bus pour la publicité. À cette époque, personne n'en voulait. Métrobus était venu me voir en disant on n'arrive pas à les vendre, on vous les donne gratos. Pas de problème, on prend. J'avais lancé le teasing en matière d'annonce d'exposition, donc on faisait des panneaux de 3 mètres sur 4 à venir, on avait lancé ça un mois à l'avance, et on se promenait en voiture dans Paris en regardant les pubs et en se disant qu'est-ce qu'on est drôle, qu'est-ce qu'on est drôle. Voilà. C'était formidable. Et ça a donc marché. Première exposition, 180 000 visiteurs. Non seulement on a équilibré les coûts, mais on a gagné de l'argent. Deuxième exposition, ça a été l'exposition Raphaël, on a fait 250 000 visiteurs. Et le pompon, ça a été Modigliani, l'ange au visage grave, où on a fait 600 000 visiteurs. Voilà. On a dépassé Matisse, Picasso, qui était au Grand Palais, qui avait fait 580 000, on a fait 610 000. Donc, ils n'étaient pas contents du tout. Voilà. Et et surtout, j'avais là la preuve que le modèle culturel autonome, sans subvention, fonctionnait. J'avais bien senti que le vent tournait, mais moi j'avais mon modèle. Donc vous voyez que ça ne s'est pas fait en un jour, ça a pris 10 ans cette affaire. Toujours est-il que là, le modèle, je l'avais. Il avait marché, il avait fonctionné. Je l'avais vu sous mes yeux avec les référents réalistes qui fonctionnaient. Donc je me suis dit, mais somme toute, la différence qu'il y a entre un musée d'État, puisque le musée du Luxembourg est un musée national, et un musée privé, c'est quoi? Il n'y en a aucune.
Il suffit juste d'avoir le lieu, de monter la société, de monter le modèle économique fonctionne, et de lancer de la com. Et on peut faire un musée. Donc, quand je suis parti du musée du Luxembourg, j'ai quand même cherché un peu partout où je pourrais reprendre une direction de musée, mais partout il y avait une administration à qui il fallait rendre des comptes. Je me suis dit peut-être les États-Unis seraient pas mal, j'ai un peu regardé, je suis allé au grand meeting, au grand out du marché des conservateurs et directeurs de musées. Bon, les musées américains c'est bien, mais il y a des boards, et les boards c'est des financiers, alors c'est encore pire en fait. Donc je me suis dit, le seul moyen finalement de faire ce que j'ai envie de faire, c'est d'être chez moi. Voilà. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent et que les emmerdes commencent. Donc un matin, qui n'était pas comme un autre, j'ai décidé de créer mon propre musée. Évidemment, même scénario, mais t'es dingue, ça va jamais marcher, t'es fou, mais quelle idée, etc. etc. Bon. Et j'ai ouvert la Pinacothèque, donc j'avais commencé à penser le projet, en fait, en termes effectifs, en décembre 2002. J'ai commencé à établir le modèle économique, et le modèle financier, le modèle juridique, le business plan. Et j'ai trouvé un local, à l'époque c'était rue de Paradis, l'ancien musée Baccarat, qui voulait aller ailleurs. Voilà. Donc en octobre 2003, j'ouvrais avec une exposition Picasso venant de la collection de Jacqueline Picasso, voilà, qui était une bombe, puisque c'est une collection qui était la collection personnelle de Pablo et de Jacqueline, sa femme, et qui n'avait pas été montrée à Paris depuis 1964. Donc on était en 2003. Une collection que tout le monde s'arrachait, que tout le monde voulait voir, que personne ne voyait, puisqu'elle disait non à tout le monde. Elle m'a dit oui à moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. On me demande toujours, mais pourquoi on vous dit oui à vous et pas... Ben, j'en sais rien. Ben, là encore, il y a quelque chose à... Je ne sais pas. Je me mets en face des gens, puis je ne sors pas tant qu'ils n'ont pas dit oui. Voilà. Alors des fois ça marche, des fois ça marche. Toujours est-il donc que l'expo a été un vrai succès. On a fait 200 000 visiteurs et que, en gros, ça a marché. Le seul souci qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu le permis de construire sur le lieu où on était et qu'on a dû se retrouver à chercher un autre lieu. Voilà, ça c'est, je dirais, il y a tout cet aspect anecdotique que je vous raconte qui est rigolo, mais qui en soi n'a pas grand intérêt, hormis qu'il vous montre comment, je pense, une démarche entrepreneuriale se met en place. Quand je vous dis que c'est une maturation qui vient du tréfonds de ce qu'on porte en soi-même, c'est absolument essentiel. Vous ne pouvez pas monter quelque chose qui est artificiel. Artificiel, pas au sens que la chose ne pourrait pas marcher, artificiel au sens qu'on ne s'invente pas dans un secteur, dans un domaine, dans un monde qui n'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir en soi et de porter. Il faut avant tout aimer ce qu'on a, aimer ce qu'on fait, le porter du fond du cœur, le connaître aussi. Ça nécessite une véritable connaissance. Je n'aurais jamais pu faire ce métier si je n'étais pas à la base historien de l'art, si je n'avais pas une connaissance érudite de mon métier. C'est-à-dire que je sais de quoi je parle, les projets, je les pense avant toute chose en termes de contenu. C'est-à-dire que, et je crois que le succès que nous avons aujourd'hui, c'est aussi parce que le contenu est extrêmement soigné. Vous avez des tas de sujets d'histoire de l'art qui peuvent intéresser, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'ai essayé de monter. Quand je fais Hiroshige et Van Gogh, c'est une véritable relecture de Van Gogh. Quand je fais Pollock et le chamanisme, c'est une véritable relecture de Pollock. Ce sont des choses qui font que quand les gens ils viennent dans l'exposition, ils en sortent en ayant appris quelque chose. Et ça, fondamentalement, c'est basé sur la connaissance qu'on a à la base. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des coups sur la tête. Il ne faut pas avoir peur de vivre avec un truc qui est abominable du style cancer. Ça s'appelle la jalousie. La jalousie qui entraînera qu'on vous reprochera tout, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, vous êtes méchant, vilain, pas beau. Mais voilà, il faut apprendre à vivre avec, à ne pas s'en occuper, et il faut avancer. Voilà. Donc il faut du courage, de la connaissance,
du tempérament, un peu d'argent, ça c'est nécessaire. L'argent est évidemment incontournable, il en faut. Je ne vous invite pas à vous lancer dans un projet sans avoir vraiment calculé ce que ça coûte. Rien n'est pire que de démarrer quelque chose qui, un an après, ne peut pas continuer parce qu'on a visé trop court. Voilà. Donc ça c'est très important et ça arrive extrêmement souvent, ça arrive tout le temps. On pense qu'un projet va coûter 1 million, il en coûte 5. Bah oui, c'est emmerdant. Il y en a 4 qui manquent, il faut les trouver. Et je peux vous dire que quand vous êtes en route et que vous avez commencé et que vous vous retrouvez coincé, ben, là vous jugez à la limite de vos propres capacités à avancer ou à rebondir. Parce que c'est à ce moment-là que vous les rencontrez. Alors évidemment, les positions dans lesquelles on se trouve à un moment font que naturellement, on est forcé d'aller de l'avant. Le découragement n'est pas une qualité qui est acceptée par l'entrepreneur, je pense. Donc il faut avoir une volonté d'acier. Il faut toujours avancer, toujours mûrir. Encore une fois, là, on vient d'ouvrir une exposition sur le pressionnisme. Le terme pressionnisme, on l'a inventé, je l'ai créé, en me disant, voilà, un groupe d'artistes qui réinvente le scolastique qui a disparu depuis pratiquement 60 ans dans les mouvements artistiques mondiaux, où ce sont des carriéristes individuels qui pensent d'abord avant tout à ce qu'ils doivent créer pour gagner de l'argent et avoir du succès. Ça c'est, je dirais, le syndrome de la suite du cas Picasso, qui fait que quand vous voyez des ensembles d'artistes qui se mettent à se peindre l'un en face de l'autre, dans une compétition, en dialoguant ensemble, en se parlant, en se connaissant, en discutant, en mettant en avant leur génie, en éliminant les mauvais, on retombe dans le scolastique. Le scolastique, quand vous êtes historien de l'art, vous savez à quel point c'est important. C'est les artistes qui se mettent ensemble, qui réfléchissent, qui ont des idées, qui avancent. C'est ce qui manque en fait depuis 60 ans. Donc je suis parti du principe qu'on avait effectivement là peut-être un mouvement artistique qui était constitué, qui était construit, et que c'était intéressant de le montrer. Et c'est peut-être aussi parce qu'il est construit et constitué qu'il a été à ce point rejeté, parce que ces gars sont des vrais artistes. Être considérés comme des parias, je parle des taggeurs et des graphistes, être considérés comme des parias parce qu'ils bombent et les mettre en prison, c'est quand même une vision extrêmement obscurantiste de l'art, et c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et puis maintenant on a le recul, moi je suis un musée, donc le recul est extrêmement important, je suis historien de formation, c'est avec le recul qu'on voit les choses. Donc aujourd'hui on a 40 ans de recul, ce mouvement il fallait lui donner un nom, et j'ai inventé pressionnisme, voilà. Donc je crois qu'on en parle beaucoup, on a un monde fou, alors évidemment moins qu'à Klimt. Klimt, désolé, ça, si vous voulez y aller, il faut faire la queue, il n'y a pas le choix. Mais voilà, donc oui, ça marche bien, on se développe à l'international, on va ouvrir une pinacothèque à Singapour, on va en ouvrir d'autres, je suis en train de développer un modèle de franchise, de licence. Et ça repose sur un projet qui est vieux comme la pinacothèque, c'est-à-dire pas très. 2003, j'avais sorti cette phrase à cette époque, dans Le Monde, à Harry Bellé, que le futur était culture. Il m'avait ri au nez, il ne l'avait pas écrit dans son article, mais il m'avait dit tu racontes n'importe quoi. Et ben je suis ravi de voir qu'il existe aujourd'hui des enseignements de management culturel, des enseignements qui expliquent précisément que la culture, ce n'est pas uniquement devenir enseignant bossu dans les catacombes, étudier des manuscrits, c'est aussi réfléchir au monde, au tourisme, au patrimoine, à l'avenir, au ciment qui constitue les civilisations. Donc ce qui est intéressant à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui le paradoxe, c'est que c'est finalement le monde privé par rapport à la culture qui est beaucoup plus innovant que le public. Il faut savoir affronter aussi le qu'en dira-t-on, il faut savoir affronter les paroles négatives, il faut savoir affronter des comportements qui disent si ça marche c'est formidable, j'avais toujours dit, si ça marche pas, tu vois, je te l'avais bien dit que ça marchera jamais. Donc tout ça est la vie de l'entrepreneur, donc je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, je suis prêt à répondre à vos questions s'il y a des questions.
et vous écouter et vous dire ensuite au revoir. Bisous.